Cheng Dalai a reçu un plan de construction de niveau 3 pour son village. Alors que Cheng Dalai examinait le nouveau dessin de construction qu'il avait reçu, il pensa que, contrairement au dessin défensif qu'il avait reçu précédemment, celui-ci était un dessin de construction complet. Il comprenait des conceptions pour diverses structures telles que des murs de village, des habitations, une salle de rassemblement, une balise, une forteresse, un bunker de forteresse, une plateforme d'observation, un terrain d'entraînement de cavalerie, un terrain d'exercice d'infanterie et même une petite cour d'école. Le dessin fournissait des spécifications détaillées pour les matériaux et indiquait une population de 1000 à 1000 acres de bonne terre. Cheng Dalai, essayant de comprendre l'ampleur et les exigences, se demanda s'il aurait besoin d'acheter à nouveau des esclaves pour répondre aux besoins en population. Alors qu'il réfléchissait aux exigences de la construction, Gao et White Wolf l'ont approché. Ils s'agenouillèrent devant lui dans un geste de respect. Cheng Dalai les regarda avec confusion, se demandant ce qu'ils faisaient. White Wolf lui a dit que plusieurs d'entre eux en avaient discuté, tandis que Gao a pris la parole, exprimant son admiration pour la droiture de Cheng Dalai et déclarant que leur vie lui appartenait désormais. Il a mentionné que les habitants du mont King New honoreraient Cheng Dalai à partir de ce moment-là. Confus par leurs intentions, Cheng Dalai se demanda s'il avait essayé de rejoindre le village des crapauds. L'esprit du système a réagi avec enthousiasme en apprenant la nouvelle. Cheng Dalai soupçonnait que le système avait pu interférer d'une manière ou d'une autre, mais le système souriant et innocent a nié ses soupçons. Dans ses pensées, Cheng Dalai a reconnu les défis liés à la direction des 5000 bandits des montagnes, dont la moitié étaient des personnes âgées, faibles, des femmes et des enfants, et seulement 2000 environ étaient capables de se battre. Il réalisa que nourrir 5000 personnes ne serait pas une tâche facile, mais qu'avec l'amélioration du village et l'augmentation du niveau, il aurait la force d'affronter à nouveau de redoutables adversaires comme Oulé. Il se demanda s'il devait faire un pas en avant et prendre une décision. Se levant des bandits agenouillés, Cheng Dalai leva sa tasse en reconnaissance des paroles de chacun, mentionnant ce qui était le plus important lorsqu'on faisait des affaires. Il s'arrêta un moment avant de reprendre la parole. Avec détermination, Cheng Dalai a souligné l'importance de la droiture, exprimant sa ferme conviction en la matière. Cheng Dalai a déclaré qu'à partir de ce jour, il formait une famille unie, leur assurant que personne n'aurait faim tant qu'il aurait de la nourriture. Les bandits se sont joints à la célébration, applaudissant avec enthousiasme en signe d'accord. Alors qu'ils se rassemblaient dans la salle de réunion, une personne s'éclaircit la gorge et s'adressa à la foule, reconnaissant sa haute estime pour Cheng Dalai. Ils ont annoncé que Cheng Dalai avait assumé à contre-cœur le poste de chef de la montagne King New. Ils ont juré de suivre l'ordre de Cheng Dalai, se dirigeant volontiers vers l'ouest ou l'est selon les instructions. Une personne a souligné que quiconque désobéirait à Cheng Dalai lui désobéirait également. Gao a mentionné qu'ils avaient de nombreux villages ensemble et a suggéré de demander à leurs amis du monde des affaires de leur donner un témoignage. Intrigué par l'idée, Cheng Dalai a demandé qui étaient les héros de Greenwood en dehors de la montagne du roi Nu. Gao a mentionné le chef du de Fallen Leaves City, mais il est parti. Cheng Dalai l'a interrompu, déclarant qu'il avait celui qui s'était débarrassé de lui et a continué à poser des questions sur les options disponibles. Gao a mentionné diverses personnes, dont Zhugu et Zhushu, les voyageurs solitaires, le père et le fils de la famille m'a impliqué dans la pêche, et le formidable Black Whirlwind de la montagne Fu. Cheng Dalai s'est demandé si le Black Whirlwind mentionné était Leki, mais Gao a précisé que son nom de famille était Sun. Apparemment satisfait de leur situation actuelle, Cheng Dalai a pris la décision de ne pas inviter d'alliés extérieurs, ils ont donc simplement dû fermer leurs portes et profiter de leur petite vie là-bas. Cheng Dalai, changeant de sujet, a informé Gao qu'il souhaitait discuter de la construction d'un nouveau village dans un endroit différent. Gao a exprimé son inquiétude, remettant en question la nécessité de démolir et de reconstruire, si cela était vraiment nécessaire, et se demandant si leur situation actuelle n'allait pas bien. White Wolf intervint, suggérant qu'ils pourraient tous déménager au village des crapauds, tandis qu'une autre personne à côté d'elle remarqua que le village des crapauds était trop petit. Cheng Dalai a mentionné que si chacun se battait uniquement pour lui-même, affirmant que cela ne mènerait qu'à la perte, mais qu'ensemble, en tant que force unie, ils pourraient aller loin. Il a ensuite demandé à tout le monde de retourner faire les préparatifs pendant qu'il allait personnellement évaluer le terrain pour le nouveau village. Il a confié à quelqu'un le soin de s'occuper de quelque chose. Dans les jours suivants, Cheng Dalai, avec Lin Xiaoyu et Zhu Shenji, ont exploré l'intégralité de la montagne Qingnu. Shenji a demandé à Cheng Dalai ce qu'il cherchait, suggérant qu'Apricot il pourrait être un bon endroit. Cheng Dalai a expliqué les critères spécifiques pour l'emplacement du nouveau village, en soulignant le besoin d'eau, de défense, de sécurité et de transport pratique.
Il a également mentionné l'importance de trouver de vastes champs agricoles, soulignant que les villages existants ne répondaient pas à ces exigences. Shenji s'est dit préoccupé par les conditions de neige sur la montagne et a suggéré de revenir. Cependant, Cheng Dalai a insisté pour aller de l'avant, déclarant qu'ils ne reculaient pas mais qu'ils allaient plutôt de l'avant. Alors qu'ils atteignaient la falaise, les yeux de Shenji s'écarquillèrent de crainte, demandant si c'était le sommet de la corne de taureau, alors qu'ils continuaient leur voyage vers la colline. Shenji a fait remarquer que ce n'était pas seulement le point culminant de la chaîne mais aussi de l'ensemble des montagnes Qingnu. Cheng Dalai a fait signe de procéder à une vérification. La montagne Qingnu entière ressemblait à un buffle couché avec ses cornes pointées vers l'est et sa queue pointée vers l'ouest alors qu'une rivière coulait lentement devant le taureau. En observant les environs, Shenji remarqua que le vent soufflait de l'est, fournissant une brise rafraîchissante. Il a mentionné que face au sud, avec les 4 sabots dans l'eau, on pouvait profiter du vent agréable et de l'air frais. Impressionné par la beauté des paysages du mont Qingnu, Shenji a exprimé son admiration. Xiaoyu, surpris par l'appréciation de Shenji pour le paysage, a exprimé sa surprise et a remis en question le sens qu'avait Shenji d'un bon paysage. En réponse, Shenji a humblement mentionné qu'il avait un peu de compréhension. Cheng Dalai a déclaré fièrement qu'ils avaient trouvé l'emplacement idéal pour leur nouveau village. Il montra une vallée en forme de courge avec une large plaine au milieu et une rivière coulant à travers les montagnes en contrebas, soulignant que c'était là qu'ils allaient. En observant le paysage, Shenji remarqua que le vent venait de l'est et que les nuages semblaient calmes, donnant l'impression qu'il fallait les remuer pour bouger. Il a reconnu que c'était effectivement un endroit favorable. Cependant, Shenji a soulevé une préoccupation, déclarant qu'il ne pouvait pas construire un village, ce sur quoi Cheng Dalai l'a interrogé. Shenji a ensuite souligné qu'en raison de la sécheresse actuelle, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la rivière. Il a exprimé son anticipation que la situation de l'eau dans la vallée pourrait changer au cours de l'année à venir, avec la possibilité d'inondation lors de la fonte des neiges et des précipitations. Cheng Dalai a reconnu cette préoccupation mais a assuré qu'elle pourrait être résolue en creusant un fossé plus profond dans la rivière pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler, formant ainsi un fossé protecteur à l'extérieur de la vallée. Ils ont accepté de revenir et ont fait les préparatifs nécessaires pour terminer la construction avant le printemps. De retour au village, le groupe a discuté du plan et la construction battait son plein. Premièrement, ils ont coupé des routes à travers le pays et créé des coupe-feux. Puis ils jetèrent du feu dans la vallée, qui brûla pendant 10 jours et 10 nuits, réduisant la forêt en cendres. Les animaux de la vallée furent chassés frénétiquement par un feu fumant. Tout le monde attendait à l'entrée de la vallée et attrapa un tigre. C'était la première fois que Cheng Dalai goûtait de la viande de tigre. En appréciant, Gao a suggéré à Cheng Dalai d'essayer la queue de tigre, affirmant que c'était un excellent tonique. Cheng Dalai l'a goûté à contre-cœur et a reconnu que ce n'était pas très savoureux. Dans ses pensées, il trouvait cela horrible et avait l'impression qu'il allait vomir. Huang Xuanyuan s'est de nouveau avéré utile à cette époque, en tant que commandant en chef. Sous son commandement, des bâtiments furent érigés les uns après les autres, un centre médical, un grenier, un arsenal et des logements. Les matériaux nécessaires provenaient des maisons d'autres villages, et lorsque 5000 personnes y travaillèrent, le projet progressa très rapidement. Le système semblait s'être endormi lorsque la construction du village commença pour une nouvelle évolution. En un clin d'œil, plus d'un mois s'est désormais écoulé. La construction du village a été arrêtée par une vague de froid, et les points de peur de Cheng Dalai augmentaient chaque jour, et ils dépassaient les 100 000 ce jour-là. Les pensées de Cheng Dalai l'incitaient à dessiner 10 fois de suite avec ses 100 000 points de peur accumulés, sentant que cela compléterait d'une manière ou d'une autre sa vie. Il vérifia sa mission et marmonna pour invoquer un personnage. En invoquant des personnages, accompagnés de multiples bips, il reçut un mauvais chasseur, un ranger normal, un autre mauvais chasseur, un fermier normal et un excellent forgeron. Cependant, son visage devint choqué et il ressentit un sentiment de déception lorsque le dernier personnage se révéla. Dans ses pensées, Cheng Dalai est tombé sur le concept du minimum garanti. Il regrette sa décision et trouve la situation ridicule. Frustré, Cheng Dalai ne pouvait pas se contenir. Il a poussé un grand cri vers la falaise, ridiculisant la situation et attirant l'attention de Gao et Gao Feibao qui se trouvaient à proximité. Gao, inquiet, a demandé ce qui n'allait pas avec Cheng Dalai. Gao Feibao, de son côté, a fait un commentaire humoristique, demandant si Cheng Dalai était constipé. Par une journée paisible dans le village de Taude, un homme s'est approché de Cheng Dalai pour lui annoncer qu'un groupe de migrants souhaitait rejoindre leur village. Cheng Dalai a écouté attentivement et a demandé s'il y avait un forgeron parmi eux. Si tel était le cas, il leur demanda de lui amener le forgeron. Dans la chambre de Cheng Dalai, il était plongé dans la lecture de nombreux journaux lorsqu'une autre personne s'est approchée de lui. Levant les yeux,
Chen Dalai reconnut leur présence. La personne s'est présentée comme étant Juyu, un forgeron. Elle se demandait ce que Chen Dalai pouvait bien attendre d'un forgeron comme elle. Les pensées de Chen Dalai se sont précipitées lorsqu'il a réalisé qu'elle était un PNJ caché rare. La curiosité fut piquée, il mentionna qu'il connaissait son maître, le forgeron nu du village de Magia. Juyu a exprimé sa surprise, voulant en savoir plus sur son maître. Chen Dalai a expliqué qu'il n'avait pas eu de nouvelles du forgeron et a dit qu'il avait demandé à son maître de forger une arme et qu'il voulait juste s'enquérir à ce sujet. Il a posé son arme sur la table, déclarant qu'il avait obtenu la hache plantée par hasard. Il a exprimé sa conviction que le forgeron capable de forger une arme aussi divine ne devait pas être une personne ordinaire. Chen Dalai a exprimé son incertitude quant à savoir s'il aurait l'opportunité de rencontrer le forgeron à l'avenir. Juyu a confirmé que la hache avait bien été fabriquée par son maître pour les descendants du général Bayukai, mais qu'elle avait été perdue après que son propriétaire ait été tué lors d'une attaque. Elle a exprimé son incrédulité en voyant l'arme. Intrigué, Chen Dalai a demandé si la hache possédait des attributs inhabituels. Juyu a expliqué qu'il combinait des techniques d'arts martiaux spéciales pour libérer son véritable pouvoir. Sinon, ce n'était qu'un lourd morceau de fer ordinaire. Chen Dalai a réfléchi au fait que Oulai, qui avait brandi la hache, ne pouvait pas rivaliser avec la force de Jailong, et lui-même était complètement incapable d'utiliser les compétences de la hache. Changeant de sujet, Chen Dalai présenta une épée à Juyu et lui demanda son origine. Juyu a examiné l'arme de près, notant qu'il ne s'agissait pas d'une arme ordinaire. Elle a mesuré ses caractéristiques uniques et l'a identifiée comme une arme remarquable, mentionnant le manche en acier étoilé, la lame calcinée en fer du Montian et le fourreau au design complexe avec un motif nuageux. Elle a conclu que c'était une très bonne arme. Curieux, Chen Dalai a demandé à Juyu si elle savait à qui appartenait l'épée ou ce qu'elle représentait. En réponse à la question de Chen Dalai, Juyu a déclaré que d'après son observation, l'épée ressemblait à l'épée de l'homme ordinaire des 14 épées de la montagne Tian. Cependant, elle s'est dite surprise qu'il appartienne au 6e prince et qu'il n'aurait pas dû y être perdu. Elle ouvrit légèrement les épées et poursuivit son analyse, notant que même s'il y avait des limites par rapport à l'épée du Fils du Ciel, il était rare de tomber sur une imitation aussi exacte. Intrigué, Juyu a exprimé son incertitude quant à la façon dont Chen Dalai a obtenu l'épée, mais l'a rassuré en lui disant qu'il ne devrait y avoir aucun problème car peu de gens connaissaient l'épée. L'intérêt grandit à mesure que Chen Dalai mentionna l'importance de l'épée et du 6e prince. Chen Dalai a exprimé son intérêt à montrer à Juyu un plan de conception pour une arbalète géante, lui demandant si elle était capable de la reproduire. Elle était perplexe face à sa demande et il précisa qu'il voulait qu'elle construise des bâtiments de défense et des fortifications sur la base du plan. Juyu a assuré à Chen Dalai qu'avec un groupe d'artisans qualifiés, cela ne poserait pas vraiment de problème. Chen Dalai lui confia, ainsi qu'à San Yuan, la responsabilité des fortifications de la ville. Il ordonna ensuite à San Yuan d'accompagner Juyu dans leur nouvelle forge. Quelques jours plus tard, dans le village des Tigres, Chen Dalai parlait à Gao et Gao fait bao. La curiosité a atteint son paroxysme, Chen Dalai leur a demandé leur nom de famille. Ils se sont présentés comme Kai Deqing et Kai Dadong, tous deux originaires de Yuzhou, et se sont respectueusement inclinés devant Chen Dalai. Les pensées de Chen Dalai erraient alors qu'il se demandait quand Gao Feihu était en charge de la montagne du roi Nu, demandant quand le jeune homme était devenu le nouveau. Deqing a expliqué qu'ils avaient été envoyés par le roi de Yuzhou pour rendre visite aux héros de la montagne du roi Nu. Chen Dalai, essayant de garder la conversation légère, a demandé si le frère de Deqing s'appelait Kai Dadong. Surpris par l'exactitude de la supposition de Chen Dalai, Deqing s'est enquis de la connaissance que Chen Dalai avait de son frère. Chen Dalai a ri et a affirmé que ce n'était qu'une simple supposition, exprimant son admiration pour la réputation renommée du roi de Yuzhou. Intrigué par leur visite inattendue, il se demanda alors pourquoi le seigneur de Yuzhou avait pensé aux bandits des montagnes cette fois-ci. Deqing a exprimé son admiration pour la modestie de Chen Dalai et a souligné que c'était un grand honneur pour le seigneur de mentionner les héros de la montagne du roi Nu. Il révéla que le seigneur avait personnellement écrit une lettre et avait demandé à Deqing de la remettre au chef du mont roi Nu. Deqing a ensuite évoqué la menace actuelle posée par la tribu Ring, qui avait envahi les frontières, commis des actes de pillage, de meurtre et de pillage et qui était devenue de plus en plus agressive ces dernières années. Il a noté qu'ils étaient sauvages mais toujours des gens dans leur royaume. Reconnaissant les compétences et les capacités de Chen Dalai et de ses hommes, Deqing leur a suggéré de rejoindre le service militaire pour servir le pays. D'un ton sérieux, Chen Dalai s'enquit de la signification des intentions du seigneur, à la recherche de recrutement. Deqing a expliqué que malgré l'existence du royaume depuis 120 ans, la tribu Ring les percevait comme faibles et vulnérables.
Chen Dalaï s'est intérieurement moqué de l'idée qu'ils aient été retenus et battus pendant des décennies. Les paroles de De Qing ont souligné les 90 000 milles de rivières et de montagnes, mais tous les hommes devraient rejoindre l'armée et défendre le pays avec leur corps. Il a ensuite déclaré que leur seigneur recherchait exclusivement des personnes talentueuses pour occuper des postes élevés et a rassuré Chen Dalaï en lui disant que s'il acceptait le recrutement, il aurait l'opportunité de devenir général et de diriger les générations futures. Chen Dalaï a fait semblant d'être ému par les paroles de De Qing et a exprimé son désir de protéger le pays. De Qing, sentant l'enthousiasme de Chen Dalaï, se demanda si Chen Dalaï disait effectivement oui. Cependant, Chen Dalaï a exprimé son intention de demander du temps pour discuter de la question avec les autres villageois. Il a assuré qu'il guiderait ceux qui pourraient ne pas être bien informés, en leur offrant de bons conseils. De Qing a accepté, informant Chen Dalaï que dans 10 jours, tous les héros des montagnes de la région de Yuzhou se rassembleraient à l'extérieur de la ville au pavillon Fengyu et que Chen Dalaï devrait y assister. Affichant un sourire forcé, Chen Dalaï a exprimé son impatience pour le prochain rassemblement. Il a ensuite proposé d'accompagner le général Kai, mais le général a décliné l'offre, indiquant qu'il n'y avait plus besoin de problèmes supplémentaires. Chen Dalaï a insisté pour saluer le général Kai et son frère, soulignant que c'était une nécessité pour lui. Avec Gao et Gao Feibao qui l'accompagnaient, ils ont escorté les frères et sœurs Kai hors du Flying Tiger Village. Alors qu'ils partaient, Chen Dalaï leur a dit au revoir, leur montrant un geste amical. Après quelques minutes, De Qing a demandé à Dedong s'il avait toujours été observé par derrière, ce que Dedong a confirmé. De Qing a ensuite exprimé ses soupçons quant à l'état mental de Chen Dalaï, se demandant s'il avait souffert d'une maladie mentale. Alors que les ombres des deux frères et sœurs s'estompaient au loin, Chen Dalaï a exprimé sa déception en déplorant de ne pas avoir eu la force de renverser la situation. Gao a informé Chen Dalaï que De Qing et Dedong étaient partis, ce qui a incité Gao Feibao à se demander s'il aurait dû accepter le recrutement, ce à quoi Chen Dalaï a soupiré profondément, déclarant que la guerre était imminente. Gao réfléchit à la possibilité d'une guerre avec la tribu Ring et remet en question l'audace de Liu d'avoir lancé une attaque après tant d'années. Corrigeant l'hypothèse de Gao, Chen Dalaï a déclaré qu'il ne s'agissait pas de combattre la tribu Ring, mais plutôt d'affronter Black Rock City. Gao a exprimé sa curiosité pour Black Rock City, ce qui a incité Chen Dalaï à expliquer son importance stratégique. Il a souligné que la montagne Qingnu était la seule route officielle reliant Yuzhou à Black Rock City, déclarant qu'à d'autres endroits, la géographie était extrêmement complexe et ne convenait pas aux grandes marches. Chen Dalaï a affirmé que si Liu avait voulu faire la guerre à Black Rock City, il aurait dû trouver un moyen d'éliminer leur présence. Gao Feibao a réitéré sa question précédente, s'enquérant de leur acceptation de l'offre de recrutement. Chen Dalaï a maudit et rejeté l'idée d'accepter le recrutement, déclarant que cela avait été impossible de leur vivant. Il pensait que s'il avait été recruté, ils auraient été envoyés combattre Black Rock City, ce qui n'aurait profité qu'à Yuzhou, la comparant à une bécassine et une palourde marchant dans un combat où le pêcheur aurait été le vainqueur ultime. Gao a suggéré de ne pas aller à la réunion au pavillon Fengyu et de rejeter catégoriquement le recrutement. Mais Chen Dalaï n'était pas d'accord, affirmant qu'il devrait quand même assister à la réunion au pavillon Fengyu. Il y voyait une opportunité d'observer d'autres personnes dans des situations similaires. Il a expliqué que s'il avait directement rejeté l'offre, ils seraient devenus des cibles immédiates. Chen Dalaï a ensuite déchiré le papier de recrutement et l'a dispersé au vent. Il a exprimé son inquiétude quant à l'opposition aux seigneurs de Yuzhou, soulignant qu'ils étaient encore en train de se rétablir. Alors que Chen Dalaï dispersait tous les papiers déchirés, Gao a demandé quelle serait leur prochaine ligne d'action, ce à quoi Chen Dalaï a répondu qu'ils devraient se concentrer sur leur travail et construire rapidement le village avant le printemps. La scène s'est déroulée 10 jours plus tard au pavillon Fengyu. Dans la ville de Yuzhou, à l'intérieur du palais du seigneur de la ville, un homme était assis solennellement parmi les pierres tombales, s'adressant à ses camarades tombés au combat. Il a parlé à Han, exprimant sa tristesse face à la perte de leurs amis communs qui avaient tous servi dans le même bataillon. En réfléchissant à leur passé, il a mentionné Chen Fen comme le premier à mourir, soulignant leur statut de simple pion à cette époque. En soupirant, il mentionna qu'il était devenu un officier supérieur et qu'il avait plus de soldats sous ses ordres, mais moins de copains autour de lui. L'homme a également mentionné qu'il prenait soin du fils de Luo, reconnaissant le manque de talent et d'arrogance de son fils, mais promettant de bien l'élever. Il a exprimé des commentaires ludiques à son camarade décédé, Han, déclarant qu'il l'avait tué pour avoir eu la compagnie de l'homme dans la mort et exprimant sa tristesse que s'il décédait, personne ne l'accompagnerait. Avec détermination, il jura de prendre la tête de l'ennemi et de rendre hommage à Han sur leur tombe. Tout en buvant une coupe de vin et en la brisant, il déclara qu'il les rejoindrait un jour, leur demandant de l'attendre.
L'homme s'est révélé être le seigneur de Yuju, nommé Longing, alors qu'il marchait solennellement devant les pierres tombales. De Qing a informé Lord Longting que le message avait été envoyé pour rassembler les bandits de la ville de Yuju au pavillon de la pluie et du vent. De Qing a exprimé son inquiétude quant à l'acceptation de ces fauteurs de troubles, craignant que cela ne ternisse la réputation de Lord Longting. Lord Longting a rejeté cette préoccupation, affirmant que même les déchets pourraient être utiles s'ils étaient correctement utilisés. Il a reconnu le banditisme endémique à Yuju et y a vu un moyen d'aiguiser ses forces. Il a mentionné la montagne du roi Nu, mais De Qing a coupé ses mots avant de pouvoir finir de parler. De Qing a mentionné qu'il avait été sur la montagne du roi Nu et a dit à Lord Longting que Cheng Dalai, le maître actuel, semblait disposé à le servir. Lord Longting considérait Cheng Dalai comme une giroflée, reconnaissait sa capacité à faire avancer les choses et exprimait que s'il s'avérait utile, on pourrait lui confier une tâche. Cependant, si les bandits ne parvenaient pas à progresser, Lord Longting demandait à De Qing de trouver une raison pour tous les éliminer. Lord Longting a décidé de ne pas se rendre personnellement au pavillon de la pluie et du vent et a laissé la tâche à De Qing. De Qing, démontrant sa loyauté, répondit affirmativement aux instructions de Lord Longting, s'inclinant en signe d'accord. À ce moment-là, un homme arriva soudainement, appelant Lord Longting son père adoptif. Il a suggéré d'éliminer les bandits au lieu de s'en occuper. Les dents serrées, l'homme proposa d'emmener 500 soldats et chevaux pour exterminer les bandits en un mois afin d'éviter des ennuis à Lord Longting. L'homme s'est présenté comme étant Liu Otai, le fils adoptif de Yang Longting. Cependant, Lord Longting a ordonné à Dalong d'emmener Liu Otai et de le tenir éloigné du pavillon de la pluie et du vent, ce à quoi Dalong a répondu attentivement. Dalong et De Qing ont entraîné Liu Otai alors qu'il appelait désespérément son seigneur Longting, voulant faire ses preuves. Quelque part dans la ville de Yuju, les corps de deux femmes sans vie gisaient sur le sol, et une personne masquée s'est opposée à une femme qui avait été attachée, l'avertissant de ne pas crier et lui ordonnant d'appeler ses parents, avec l'intention de les tuer. Savourant l'idée de son chagrin, il parla de son désir que s'il allait chez Yang, il devienne général et épouse de nombreuses concubines. Il s'arrêta une minute, montrant ses mauvais yeux avant de souligner son intention de faire de cette femme sa première concubine. L'homme masqué a été présenté comme étant Dan Fei, puis a bondi du balcon, disparaissant à travers le toit alors qu'il riait de façon maniaque avec un plaisir maléfique et tordu. Sur le rivage désolé des hommes sauvages, une personne a dit à Koji que ses engelures n'étaient pas encore guéries, préoccupé par la gravité de la maladie, qui pourrait lui ruiner les jambes. L'homme a mentionné un accord conclu il y a un demi-mois, dans le cadre duquel ils avaient tué une femme et un enfant mais laissé un homme s'échapper, réalisant qu'ils auraient pu gagner plus d'argent avec cela. Malgré leur remords, ils ont reconnu qu'en rejoignant le recrutement de Yang, même s'ils soupçonnaient ses mauvaises intentions, ils avaient au moins eu un peu à manger. Pendant ce temps, dans le village d'ours noirs de la montagne Fu, un grand homme dormait aux côtés d'un ours. Soudain, il se réveilla et poussa un large bâillement, indiquant peut-être un sentiment de lassitude ou un besoin de repos. Quelque part dans le silence étrange d'un cimetière abandonné, ouvrant la voie à une atmosphère inquiétante. Avec un seul message du seigneur de Yuju, de nombreux démons de la forêt de Yuju se sont réveillés. Au milieu d'un paysage montagneux enneigé, le vieil homme a parlé, mentionnant que le 9e jour du mois était défavorable à diverses activités, et il a mis en garde contre les voyages lointains, les rencontres avec les invités et les actes importants. L'enfant a déclaré que rien ne semblait approprié pour le moment. Il a ensuite demandé au vieil homme s'il allait toujours au pavillon de la pluie et du vent. Le vieil homme répondit par une réponse énigmatique, soulignant l'importance de divers facteurs tels que la distance, le ciel, le destin et les humains, déclarant que le ciel n'était pas bienveillant et qu'il devait parcourir lui-même le chemin de ses propres pieds, interrompant le fil de la pensée du vieil homme. L'enfant a exprimé son inquiétude quant à sa situation actuelle et a mentionné qu'il n'avait rien mangé depuis 2 jours, ce qu'il a confirmé. Poursuivant la conversation, l'enfant a demandé pourquoi le seigneur de Yuju avait recruté des sauvages et des bandits et choisi le pavillon de la pluie et du vent comme emplacement. Le vieil homme a admis son manque de connaissances mais a averti qu'il devait rester prudent. Il a émis l'hypothèse que le seigneur pourrait exploiter le recrutement comme une opportunité pour éliminer tout le monde. Le vieil homme a expliqué que l'ouverture du pavillon offrait peu de possibilités de tendre une embuscade, reflétant le désir du seigneur de transmettre un sentiment de sincérité. L'enfant s'est demandé s'il allait au pavillon pour s'assurer 2 jours de repas, ce qui a incité le vieil homme à l'admettre. Il a demandé à l'enfant quelle était la chose la plus importante au monde. En réponse, la réponse de l'enfant a été d'agir vite. Le vieil homme a ensuite posé des questions sur l'une des 36 règles, et l'enfant a répondu que si tout le reste échouait, il devrait battre en retraite. Impressionné par l'intelligence de l'enfant, le vieil homme a loué sa rapidité de réflexion. Une fois leur discussion terminée,
Le vieil homme décida qu'il devait continuer. L'endroit était situé dans le pavillon de la pluie et du vent, où se réunissaient toutes sortes de héros de différents endroits. Les bandits se sont rassemblés devant le pavillon de la pluie et ont discuté du fait que les personnes venues étaient toutes des personnalités connues. Ils échangèrent ensuite des salutations en se reconnaissant. Un homme ne comprenait pas pourquoi Yang Longting n'avait préparé que quelques sièges alors qu'il y avait tant de monde attendu. Un autre homme a expliqué qu'il n'y avait que quelques sièges parce que le maître était assis au centre et que le côté gauche était en haut, tandis que le côté droit était en bas. L'homme a poursuivi en disant que quiconque osait s'asseoir au centre osait occuper la position la plus élevée en tant que bandit. Les frères Guo et Shu croyaient alors qu'ils avaient droit au siège. Un inconnu est intervenu et a remarqué que les deux rats du cimetière faisaient également sensation ce jour-là, ce qui a amené les gens à se demander qui était cet homme. Dan Fei est arrivé et a été moqué par les frères qui l'ont reconnu et lui ont demandé pourquoi il était si malheureux. Dan Fei a alors suggéré que s'il voulait être pris en considération pour le poste, il devrait d'abord le contacter. L'un des frères a dit à Dan Fei que le patron ours était assis en premier dans la forêt, mais qu'il était encore loin d'être deuxième. Dan Fei fit un pas en avant et suggéra que s'il n'était pas convaincu, il pourrait régler le problème avec des épées et qu'il prendrait la deuxième position dans la forêt en courant vers le siège. Ils ont été pris au dépourvu et ont tenté de poursuivre Dan Fei, lui ont ordonné de s'arrêter et lui ont demandé ce qu'il pouvait faire d'autre que courir vite. Dan Fei a alors rétorqué que s'ils ne couraient pas, n'importe qui pourrait les battre. Un homme et un garçon sont arrivés au pavillon de la pluie, marmonnant que les 3 empereurs et les 5 empereurs de l'Antiquité étaient les meilleurs en termes de moralité, tandis que les dynastiques Xia, Shang et Zhou étaient les meilleurs en termes de mérite. Il a poursuivi en disant que pendant de nombreuses années, les 7 héros des États en guerre et les 5 hégémons des périodes de printemps et d'automne étaient en conflit et avaient connu des ascensions, des chutes et des changements en peu de temps. Le vieil homme demanda alors au garçon quelle était la chose la plus importante au monde, ce à quoi le garçon répondit que c'était la paix. Les bandits remarquèrent les 2 hommes et les reconnurent, demandant au vieil homme ce qu'il avait à dire. Le vieil homme les informa qu'ils étaient tous des alliés de la forêt qui s'étaient rassemblés et leur demanda s'il pouvait les aider à déterminer leur position, leur assurant qu'ils seraient justes. Quelque part au sommet d'une falaise, Yang Longting et son conseiller observaient les bandits de loin. L'homme a demandé à Yang Longting quelle était la raison de la dispute pour quelques chefs, car ils n'étaient qu'un groupe de fauteurs de troubles. Yang Longting a expliqué que s'il pensait que les bandits se battaient pour le statut, puisqu'il n'y avait pas de première place en littérature ni de seconde place dans les arts martiaux, ils se battaient pour chaque centimètre lorsqu'un groupe de sauvages se réunissait. Les Shanyan, le stratège militaire de Yang Longting, lui a demandé s'il voulait qu'il prenne les commandes car il craignait que le chaos ne surgisse. Yang Longting a alors dit à les Shanyan que cela n'était pas nécessaire car il devait simplement les laisser se battre et ne se souciait pas de savoir si quelques bandits mouraient, car tout ce qu'il voulait savoir était qui deviendrait le chef des bandits sous son commandement, juridiction. Il a poursuivi en disant qu'il s'agissait de braconniers de la forêt, mais il pensait qu'il y avait aussi des gens exceptionnels, mais malheureusement, ils ne lui étaient pas utiles. L'un des bandits a demandé à la diseuse de bonne aventure lequel d'entre eux prendrait la deuxième chaise car il était clair pour eux que la première chaise était destinée au patron ours de Fu. Un autre bandit a déclaré qu'il ne voulait pas rivaliser avec le patron ours pour la première chaise afin qu'il puisse leur parler de la deuxième place. La diseuse de bonne aventure leur a posé des questions sur leur réalisation dans la forêt, et de cette façon, ils sauraient qui pourrait être classé deuxième dans la forêt de Yuju.